Il pensait que clignoter le badge de son père le rendrait intouchable, mais quand le juge a levé les yeux du banc, la salle est devenue silencieuse. À ce moment-là, tout le monde a réalisé que ce n'était pas seulement une audience, c'était un calcul. La salle d'audience a eu le souffle coupé au moment où le garçon a levé la main et la lueur de métal a attiré la lumière. Ce n'était pas son propre badge, c'était celui de son. La crête du service de police de la ville brillait hardiment sous les lampes fluorescentes, le numéro gravé visible même depuis la rangée arrière. Tyler Crane se tenait debout au centre de ce qui avait été un auditorium d'école, maintenant transformé en salle d'audience après des semaines d'indignation publique. Sa posture était confiante, voire arrogante, comme si le badge lui-même lui accordait l'immunité contre les conséquences. Autour de lui, la foule était assise figée dans un silence inquiet. Parents, enseignants et une petite mère d'étudiants agités qui étaient venus assister à ce que tout le monde appelait le procès du privilège. La salle sentait faiblement le vernis du vernis et le bourdonnement mécanique. De l'autre côté de l'allée se tenait Ellie Mercer, le garçon qui avait été humilié devant la moitié de l'école et plus tard la moitié de la ville. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait son téléphone cassé, le verre fissuré reflétant des éclats de lumière qui scintillaient comme des larmes. L'ecchymose le long de sa mâchoire était passée du violet au bleu profond, preuve que le temps n'avait pas encore fait son travail de guérison. Il avait l'air petit sous l'ombre des rideaux de scène. Sa posture n'était pas de défi mais d'endurance tranquille. Dans son esprit, la scène se rejouait encore et encore, la poussée qui l'envoyait tentaculaire, les rires qui résonnaient dans le couloir, le téléphone glissant de ses doigts et se brisant contre le carreau. Tyler s'était moqué de lui, ses paroles étaient faites pour que tout le monde était né pour que d'entendre. Cette même confiance brûlait dans ses yeux maintenant alors qu'il levait le menton vers la table du juge. La transformation de l'auditorium en une salle d'audience de fortune n'avait pas fait grand-chose pour cacher ses origines. Des bannières célébrant le centenaire de l'école étaient toujours accrochées au-dessus de la scène, leurs bleus et leurs ors brillants se heurtant au bois sombre du banc du juge. Des chaises pliantes remplissaient le sol où des rangées d'étudiants répétaient habituellement pour les assemblées. L'odeur de la craie et de la cire de sol persistait faiblement, un rappel que c'était censé être un lieu d'apprentissage, pas de jugement. Pourtant, le jugement était exactement ce que tout le monde était venu voir. Les journalistes locaux occupaient la première rangée, leurs stylos prêts, les caméras prêtes, attendant qu'un titre émerge. Le maire de la ville avait appelé à la transparence, et le surintendant avait insisté sur le fait que ce serait un moment éducatif. Tian ne savait pas à haute voix. Le capitaine Raymond Crane, était un nom murmuré avec révérence à l'hôtel de ville et effrayé dans l'enceinte. 23 ans de service, une étagère bordée de médailles et suffisamment de proie politique pour écraser tout scandale avant qu'il ne respire la lumière du jour. On le savait aussi. L'insigne dans la main de Tyler n'était pas seulement un symbole d'autorité. C'était un bouclier, une déclaration que le pouvoir était héréditaire, non gagné. En le tournant entre ses doigts, les lettres gravées ont capté la lueur des plafonniers, faisant cligner des yeux la foule. Le sourire narquois qui jouait sur ses lèvres portait la même confiance qu'il avait rendue assez audacieux pour enregistrer sa propre arrogance en premier lieu. La vidéo était devenue virale quelques heures après l'incident. Un clip granuleux filmé derrière une rangée de casiers montrait Tyler poussant Ellie contre le mur, riant alors que le plus petit essayait de rassembler ses livres. Quand Ellie a marmonné quelque chose sur le respect, Tyler avait répondu que le respect était pour les gens qui le méritaient, pas pour ceux qui nettoyaient les rues comme le faisait le père d'Ellie. Le coup de poing qui a suivi n'était pas destiné à blesser, il était destiné à humilier. Mais l'humiliation s'était transformée en indignation lorsque le clip s'est répandu au-delà de l'école, partagé par des inconnus qui ne connaissaient même pas leur nom mais savaient exactement ce que cela signifiait. Au moment où la ville a remarqué, ce n'était plus seulement une bagarre scolaire. C'était une question de justice. Maintenant, alors que le badge brillait dans la main de Tyler, cette question était suspendue dans l'air comme une tempête qui attendait de se briser. Les parents ont échangé des regards inquiets. Un enseignant s'est éclairci la gorge et a ensuite pensé mieux à parler. Même les gardes de sécurité sur le côté de la pièce semblaient incertains, leurs yeux se dirigeant vers le badge comme s'ils ne savaient pas s'ils surpassaient leurs ordres. La mère d'Ellie était assise à quelques rangées de l'avant, ses mains serrées, ses lèvres bougeant en prière silencieuse. Son visage était dessiné et fatigué, marqué par des nuits blanches et le genre de chagrin que seuls les parents qui regardent l'injustice se dérouler avant que leurs enfants puissent vraiment connaître. Chaque son dans la pièce, chaque battement, chaque murmure,
semblait amplifiée par le silence qui a suivi. Le juge Frank Caprio était assis au centre de la plateforme surélevée, le doux halo de l'éclairage de la scène projetant de faibles ombres sur son visage réfléchi. Connu pour sa compassion et son équilibre, il n'était pas un homme facilement influencé par le théâtre. Pourtant, alors qu'il regardait le garçon tenant ce badge, son expression s'est durcie avec une résolution tranquille. Les rapports devant lui racontaient une histoire d'influence, de silence et d'intimidation. Mais ce qui ressortait le plus, c'était l'arrogance exposée maintenant, la conviction que l'autorité était quelque chose d'hérité plutôt que de gagné. Son regard a balayé la pièce, s'arrêtant brièvement sur Ellie avant de retourner vers Tyler, dont le sourire s'est élargi sous la tension. Tyler se pencha légèrement en arrière, sa voix portant suffisamment de défi occasionnel pour faire piquer les mots. Il se demanda à haute voix quelle serait la phrase, la disant avec la même facilité imprudente qu'il aurait pu utiliser pour demander un horaire de cours. Le public se déplaça avec inquiétude. Même ceux qui avaient autrefois défendu la famille du capitaine semblaient hésitants maintenant, sentant que quelque chose bougeait sous la surface. Le sourire de Tyler resta stable, mais il y eut un scintillement, bref et presque imperceptible, d'incertitude lorsque le juge Caprio se pencha légèrement en avant, les mains soigneusement repliées sur le bureau. Le juge a parlé doucement, mais chaque mot semblait résonner sur les murs. Son ton n'était pas de colère, mais de profonde déception, le genre qui a du poids longtemps après que les mots se soient estompés. Il a dit au garçon que le fait d'agiter le badge avait rappelé à tout le monde quelque chose de bien plus grand que le rang ou le privilège, que la justice n'était pas un bouclier pour les puissants mais une promesse aux impuissants. Ces mots coulaient lentement, délibérément, mesurés comme si chacun portait des siècles de principes derrière lui. Le murmure qui ondulait dans la foule était presque respectueux, comme si l'air lui-même avait été étouffé par la conviction. Le sourire narquois de Tyler. La mère d'Ellie a laissé échapper un sanglot silencieux, non pas de victoire mais de libération. Son fils, toujours tremblant, a rencontré les yeux du juge pour la première fois et y a vu quelque chose que ni la pitié ni la colère ne pouvaient définir. C'était une reconnaissance silencieuse de la douleur, de l'endurance et de l'espoir tacite que l'équité puisse toujours exister dans un monde incliné par le pouvoir. Les caméras ont capté le moment, le reflet de l'insigne, le garçon qui le tenait comme une couronne et la résolution tranquille de l'homme qui déciderait de ce que ce symbole signifiait vraiment. L'atmosphère devenait lourde, chaque battement de cœur dans la pièce était synchronisé avec l'anticipation de ce qui allait suivre. Le capitaine Crane lui-même était assis au premier rang, la mâchoire crispée, les mains serrées contre lui. Il s'attendait à une performance, une réprimande formelle au pire. Mais quelque chose dans le ton calme du juge l'inquiétait. Cela n'allait pas être un autre licenciement discret ou des excuses dans les coulisses. C'était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand que ce que l'un ou l'autre avait prévu. À ce moment-là, les yeux de toute la ville semblaient regarder, non pas à travers les caméras ou les écrans, mais à travers le sentiment collectif que quelque chose de fondamental était sur le point de changer. Tyler se tenait toujours debout, le badge scintillant comme un défi dans sa main, ignorant que le symbole qu'il brandissait si fièrement avait déjà commencé à perdre de son pouvoir. Le silence s'étirait, et pendant un battement de cœur, même l'air semblait attendre la permission de bouger. Le juge Caprio l'a laissé s'attarder juste assez longtemps pour rappeler à tous ceux qui commandaient vraiment la pièce. Puis, d'une voix calme mais inébranlable, il a dit au garçon qu'il venait de rappeler à tout le monde ce que la justice était faite pour protéger. Les mots pendaient en l'air comme un marteau suspendu à mi-frappe, leur écho doux mais certain. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Et pour la première fois de sa vie, Tyler Crane a ressenti quelque chose d'inconnu, le doute. L'insigne ne brillait plus, il brillait. La foule retenait son souffle. Quelque chose de plus grand que la punition allait arriver. Avant que l'audience ne commence, la vérité avait vécu tranquillement sous des couches de cérémonie et de tissu bleu, enfouies sous la lueur des médailles, le cuir lisse des bottes polies et les hochements de tête respectueux d'une communauté qui apprenait à faire confiance à un uniforme. Le capitaine Raymond Crane était un homme que la ville appelait fiable, un gardien qui se tenait à chaque défilé et cérémonie d'inauguration, la main levée en signe de salut. Derrière cette image soigneusement organisée, cependant, se trouvait une histoire de faveurs échangées en silence. Il avait utilisé son insigne non pas comme un outil de justice mais comme un bouclier contre elle. Chaque fois que l'imprudence de son fils saignait dans le public, elle était soigneusement nettoyée avec un appel téléphonique,
une signature ou une faveur remboursée. Les chuchotements de vandalisme, les combats de fin de soirée et même les rumeurs discrètes d'un délit de fuite impliquant un croiseur banalisé avaient tous été regroupés dans des fichiers marqués résolus. Les gens qui étaient assis dans les 2 premières rangées de la salle d'audience connaissaient ces histoires. Ils ont juste fait semblant de ne pas le faire. Le président de la commission scolaire était assis de manière rigide, les bras croisés, son expression impassible mais ses yeux se précipitaient vers les caméras toutes les quelques secondes. À côté de lui, le procureur de la ville tapotait son stylo contre un dossier fermé, ses doigts agités comme s'ils éliminaient la culpabilité. Un conseiller local a ajusté sa cravate pour la 4e fois en 10 minutes, sa confiance habituelle remplacée par une sorte de vanité inquiète. Ils avaient tous quelque chose en commun. Chacun d'eux avait, à un moment donné, bénéficié de l'influence du capitaine Crane. Que ce soit une citation enterrée, une enquête adoucie ou un accord à huis clos qui gardait certaines vérités de la presse, ils lui devaient. Cette dette était visible, mais pas sur papier. Ils étaient arrivés en s'attendant à une formalité, un avertissement sévère, peut-être une probation, suivi d'applaudissements polis pour avoir maintenu le décorum. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était un juge qui refusait de suivre le scénario. Le père d'Élie Mercé était assis dans la rangée arrière, sa posture droite mais son visage illisible. Il portait un costume sombre qui ne lui allait pas tout à fait, ses larges épaules tirant sur les coutures, le tissu s'est évanoui après des années d'usure. Il était autrefois un travailleur de l'assainissement pour la ville, fier du travail jusqu'à l'accident, un travail qui a laissé sa jambe tordue et sa carrière a pris fin. Depuis, il avait vécu tranquillement, élevant son fils avec dignité et retenue. Pourtant, les dernières semaines avaient mis à l'épreuve même sa détermination. Il avait regardé le clip de son garçon être poussé au sol plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. Chaque rediffusion avait gratté quelque chose de brut en lui, non pas à cause de la violence, mais à cause du rire qui a suivi, le genre qui dépouille une personne de sa mémoire. Et elle vivait derrière ses yeux comme un écho qui refusait de mourir. Quand l'audience a commencé, ce même rire a semblé hanter la salle. La première preuve affichée à l'écran était la vidéo que tout le monde avait déjà vue, mais d'une manière ou d'une autre, elle a frappé plus fort dans ses murs. La salle était silencieuse à l'exception du bourdonnement déformé du microphone de l'enregistrement. La voix de Tyler Crane a rempli l'espace, se moquant, disant à Ellie que les gens comme lui étaient censés servir, pas se tenir debout. Un malaise collectif a traversé la foule. Certains ont détourné les yeux. D'autres ont regardé, transpercés par l'audace de la cruauté qui était si décontractée qu'elle semblait presque pratiquée. Ellie s'est assise tranquillement à côté de sa mère, le visage pâle mais calme. Ses doigts ont tordu bord de sa manche comme s'ils se fondaient contre le poids de chaque regard. À la fin de la lecture, le juge Caprio a fait signe pour le fichier suivant. Une séquence d'images est apparue. Des captures d'écran de messages textes entre Tyler et des amis, se vantant de posséder l'école et de s'en tirer comme toujours. Il y avait des journaux d'appel de la police de la nuit du délit de fuite, des heures modifiées et des noms omis. Il y avait même un rapport estampillé des initiales du capitaine Crane, clôturant l'affaire avec la phrase « conducteur non identifié ». La preuve n'était plus une rumeur chuchotée dans les ruelles ou les salons du personnel. C'était ici, projeté à travers le mur pour que tout le monde puisse le voir. Le silence dans la pièce s'est épaissi en quelque chose de tangible, lourd comme l'humidité avant une tempête. Le capitaine Crane était assis en avant, la mâchoire se serrant, ses mains jointes sur ses genoux, les jointures blanches. De temps en temps, il se penchait vers le procureur de la ville et marmonnait quelque chose dans son souffle. L'avocat hochait rapidement la tête, comme si l'acte d'accord pouvait à lui seul le protéger de ce qui allait arriver. De la galerie, la tension était visible, comme des fils invisibles tendus entre les puissants et les impuissants. Certains des officiers présents se déplaçaient dans leurs sièges, évitant le contact visuel avec le juge ou entre eux. Quelques-uns inclinaient la tête, la culpabilité piquant sous leurs uniformes. Ils avaient servi sous Crane assez longtemps pour savoir que la justice dans son monde était un outil de commodité. Pour la première fois, l'audience a cessé de ressembler à une cérémonie et a commencé à ressembler à la vérité. Le rideau de respectabilité qui avait protégé le capitaine pendant des années commençait à se déchirer. Le père d'Ellie s'est légèrement penché en arrière, ses mains posées sur sa canne, et pendant un moment son expression s'est adoucie, non pas en triomphe, mais dans une reconnaissance tranquille et fatiguée que le système se regardait enfin. La lumière s'est accrochée au téléphone cassé de son fils, toujours sur la table comme preuve,
La toile d'araignée de fissures scintillant comme un symbole de ce que le pouvoir avait brisé mais ne pouvait plus cacher. Pourtant, l'arrogance n'a pas disparu du premier rang. Le capitaine Crane s'est légèrement tourné vers l'un de ses alliés et a chuchoté quelque chose de tranchant, de confiant, destiné à se rassurer autant qu'eux. Il a marmonné que le juge ne le croiserait pas, qu'il savait mieux que d'humilier le département. Les mots n'étaient pas forts, mais ils ont porté une ondulation dans le silence qui atteignait même ceux qui essayaient de ne pas entendre. Le juge Caprio, qui avait examiné un dossier de documents, s'est brièvement arrêté comme si l'air lui-même avait changé. Il leva lentement son regard, ses yeux calmes mais inflexibles. Le murmure dans la pièce s'est calmé immédiatement. Le marteau dans sa main est resté immobile pendant un long moment avant de parler. Sa voix calme mais suffisamment résonnante pour atteindre tous les coins de la salle. La justice, a-t-il dit, avait une mémoire plus longue que le privilège. La phrase a traversé la pièce comme une marée, lavant l'arrogance polie, les dettes chuchotées, les alliances tacites. Pour la première fois, le conseiller municipal au premier rang a cessé de remuer avec sa cravate. Le procureur de la ville a baissé son stylo. La mâchoire du président du conseil scolaire s'est desserrée comme si le mot lui-même avait brisé une défense privée. Puis vint le moment que personne n'avait prévu. Le juge s'est penché en avant, son expression illisible mais son ton ferme, presque conversationnel. Il a appelé le nom du capitaine. Le son a traversé la tension comme une lame à travers la soie. Le capitaine Crane a cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu, mais le silence qui a suivi l'a confirmé. Le juge n'appelait pas un autre témoin, pas pour un autre dossier, mais pour l'homme qui avait construit le bouclier derrière lequel son fils se cachait maintenant. Le public s'est tourné comme un, la tête se déplaçant vers l'officier décoré qui a soudainement semblé plus petit sous les lumières fluorescentes. Le capitaine se leva, les médailles sur sa poitrine brillant froidement contre le bleu foncé de son uniforme. Chaque pas vers le stand semblait plus lourd que le précédent. L'écho de ses chaussures contre le sol ressemblait moins à de l'autorité qu'à de l'inévitabilité. Son fils regardait, les yeux écarquillés, réalisant peut-être pour la première fois que le pouvoir qu'il avait brandi si librement pourrait enfin s'échapper. Les caméras se rapprochaient. Les journalistes se penchaient en avant. L'air lui-même semblait retenir son souffle. Quand le capitaine est arrivé à la barre, il a hésité. L'insigne qu'il avait jadis défini lui semblait plus lourd sur la poitrine. Son reflet était revenu du bois poli du banc du juge, une image d'autorité qui ressemblait maintenant à une accusation. Le faible sourire du juge Caprio ne venait pas de la satisfaction mais de la certitude. C'était le genre de sourire qui appartient à un homme qui sait déjà ce que la vérité va révéler, qui comprend que la justice, une fois réveillée, ne dort plus. Et puis, dans ce silence chargé d'attente et de terreur, le juge l'a invité à parler. La foule semblait se pencher en avant comme une. Dehors, le bruit de la ville passait faiblement à travers les murs, une sirène au loin, le bourdonnement de la circulation. La vie avançait tandis que quelque chose d'historique commençait à se dérouler à l'intérieur. Ce qui a suivi ferait éclater toute la salle d'audience. L'air à l'intérieur de la salle d'audience devenait dense, comme si chaque respiration risquait de briser la tension fragile qui s'était installée dans la pièce. Le capitaine Raymond Crane se tenait à la barre des témoins, sa posture autrefois imposante maintenant émoussée par le poids de l'attente qui pesait sur ses épaules. Les médailles sur sa poitrine ne brillaient plus de fierté, elles semblaient ternies sous la dure lumière blanche qui le submergeait. Le juge Franck Caprio le regardait régulièrement, son expression calme mais implacable, le genre de regard qui n'exigeait pas de réponse, il attendait que la vérité se révèle. Le public se pencha en avant, silencieux, sentant que quelque chose d'irréversible était sur le point de se dérouler. Les caméras zoomaient de plus près, les lumières rouges clignotaient comme des yeux attendant d'enregistrer la chute d'un homme qui avait été intouchable. Le juge a commencé à parler, pas fort, mais avec précision, chaque mot placé soigneusement, coupant le silence avec une précision chirurgicale. Il a demandé si le capitaine avait déjà déposé des rapports sous son propre nom pour protéger son fils. La question était suspendue dans l'air, d'une simplicité trompeuse mais assez lourde pour écraser le déni. La gorge de Crane s'est serrée. Pour la première fois, sa voix a faibli. Il a hésité, jetant un coup d'œil vers les rangées de fonctionnaires qui ont un jour hoché la tête en sa faveur. Aucun n'a rencontré son regard maintenant. La pause était longue, instable, presque douloureuse. Mais Caprio n'avait pas besoin de réponse. Un employé a appuyé sur un bouton du petit panneau de commande à côté du banc,
et le projecteur a pris vie. De l'autre côté de l'écran, la salle d'audience a regardé une série de documents officiels apparaître, des copies numérisées de rapports de police portant la signature indubitable du capitaine Crane. Ils étaient soigneusement datés, à quelques années d'intervalle, chacun lié à des incidents impliquant son fils. La trace écrite était accablante. Des rapports qui avaient été modifiés, des déclarations de témoins remplacées, des mesures disciplinaires clôturées avec une finalité discrète. Caprio a laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Le public a halté collectivement alors que les signatures s'alignaient parfaitement sur celles de Crane. Le choc a traversé la pièce non seulement parce que les documents prouvaient une inconduite, mais parce qu'ils brisaient une illusion. L'homme qui s'était tenu comme le visage de la discipline avait manipulé la justice de l'intérieur. Ce n'était plus un scandale, c'était une trahison. L'expression confiante de Tyler Crane s'est fissurée pour la première fois. Son sourire narquois, celui qu'il avait porté à travers la moquerie, l'arrogance et la certitude, s'est évanoui comme du brouillard sous la chaleur de l'exposition. Ses yeux se sont écarquillés entre l'écran et son père, la confusion et l'incrédulité se battant pour le contrôle. Il avait construit sa fierté sur le mythe de l'invincibilité, ne réalisant jamais que c'était la corruption de son père qui l'avait protégé depuis le début. Ses doigts tremblaient sur la table comme s'il cherchait quelque chose de solide, quelque chose qui pouvait encore l'ancrer, mais il n'y avait plus rien à retenir. Les lumières de la salle d'audience semblaient plus brillantes maintenant, impitoyables dans leur clarté. Élie Mercé, assis tranquillement à côté de sa mère, sentait enfin le tremblement dans ses mains. Il avait passé des semaines hanté par la honte et la peur, convaincu que la justice n'existait que pour ceux qui pouvaient se le permettre. Mais maintenant, alors qu'il regardait le capitaine lutter pour trouver des mots, il s'est rendu compte que la vérité, une vérité patiente et constante, avait un moyen de survivre même aux dissimulations les plus profondes. Les yeux de sa mère brillaient, sa prise sur son bras se resserrant avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. Les gens qui avaient autrefois eu pitié d'eux regardaient maintenant avec quelque chose de plus proche du respect. L'équilibre de la pièce avait changé. Le juge Caprio n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son attitude calme portait le genre d'autorité que le silence amplifie. Il a parlé de confiance, du poids sacré de l'insigne que chaque officier portait, non pas comme un privilège, mais comme une promesse. Le capitaine a écouté, ses mains tremblant légèrement sur le bord du stand. Il a essayé de parler, de se défendre, mais les mots se sont effondrés avant d'atteindre la cohérence. Sa voix, autrefois si imposante, sonnait maintenant petite. La vérité avait volé son armure. Puis, du fond de la salle d'audience, un mouvement a attiré tous les regards. Un homme en uniforme s'est levé lentement, l'officier Damon Rourke, l'un des subordonnés les plus anciens de Crane. Son visage était pâle, la mâchoire serrée, mais ses yeux étaient résolus. Le murmure du public s'est enflé en s'avançant, ses bottes résonnant sur le sol poli. Il a dit qu'il avait quelque chose à ajouter. Son ton était stable, même si ses doigts ont tremblé en tirant une petite clé USB noire de sa poche. Il a expliqué qu'il avait reçu l'ordre, des mois plus tôt, de supprimer la preuve vidéo du système de sécurité de l'école, les mêmes images qui avaient montré Tyler attaquant Ellie. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas détruire la preuve de ce qu'il avait vu, alors il l'avait caché un instant. La salle d'audience a éclaté en chuchotements. Les journalistes ont griffonné frénétiquement, des flashs de caméra coupant la faible lumière. La clé USB a été transmise avec soin à l'huissier, qui l'a apportée au banc du juge. Caprio a hoché la tête pour qu'elle soit jouée. Le moniteur a de nouveau cligné des yeux, et bientôt, les haut-parleurs se sont remplis du son incomparable de la voix du capitaine Crane. C'était clair, enregistré à partir d'une caméra corporelle lors d'une réunion de fin de soirée dans l'enceinte. Son ton était insouciant, confiant, dégoulinant de la certitude du pouvoir. Il se vantait d'avoir possédé le système, que son insigne avait plus de poids que toute loi au tribunal. Il a ri de fermer les enquêtes, de garder le département en ligne. Le son de ce rire était la destruction de toute la pièce. Le choc qui a suivi a été électrique. Les gens qui s'étaient tenus debout quand il est entré dans une pièce ont maintenant regardé comme s'ils le voyaient pour la première fois. Un officier près du mur s'est couvert le visage avec ses mains. Le procureur de la ville qui l'avait jadis défendu a fermé son dossier tranquillement, son expression creuse. Pour la première fois depuis des années, le capitaine Crane ressemblait à ce qu'il était, un homme acculé par son propre reflet. Le juge Caprio a attendu la fin de l'audio avant de parler. Sa voix,
toujours égal, portait la puissance d'un verdict, non encore prononcé mais déjà connu. Il a dit à Crane que le badge qu'il avait autrefois utilisé pour manipuler le système portait désormais témoignage contre lui. Il a dit que si un homme croyait posséder le système, alors le lui reviendrait. Les mots ont atterri avec une finalité tranquille qui ne laissait aucune place au malentendu. Les épaules de Crane se sont affaissées, ses yeux tombant sur la table devant lui. Le badge épinglé sur sa poitrine semblait brûler de honte. Tyler regardait son père, maintenant non pas avec admiration ou colère, mais avec peur. Ce n'était pas la peur de la punition, c'était la peur de voir à quoi ressemblait le pouvoir lorsqu'il était mis à nu. Son monde, autrefois construit sur l'illusion de la protection, s'était effondré en un seul après-midi. Ellie, regardant de l'autre côté de la pièce, ressentait une étrange sorte de chagrin mélangé à une justification. La justice n'effaçait pas la douleur, mais elle rétablissait l'équilibre, et c'était quelque chose de sacré. Caprio s'est tourné vers Tyler. Le visage du jeune homme était pâle, ses yeux creux. Le juge l'a étudié pendant un moment, puis a dit, d'un ton à la fois compatissant et inflexible, qu'aujourd'hui il apprendrait ce que signifiait vraiment porter un badge, non pas par privilège, mais par responsabilité. La phrase n'était pas encore révélée, mais la signification était déjà écrite sur tous les visages de la pièce. À l'extérieur du palais de justice, des nuages avaient commencé à se rassembler, sombres et lourds sur les toits de la ville. À l'intérieur, le public restait transpercé, sachant qu'il venait d'assister à la rupture d'un héritage. Le capitaine Crane était assis immobile pendant que les officiers se déplaçaient tranquillement derrière lui, leur loyauté n'étant plus indiscutable. Les journalistes ont chuchoté des démissions, des enquêtes et des gros titres qui suivraient. Mais dans ce moment immobile avant la chute du marteau, tout ce qui existait était le son de la respiration et le lambourdonnement du projecteur devenant noir. Et juste avant le verdict final, le juge Caprio s'est tourné vers le garçon et a dit qu'aujourd'hui, il apprendrait ce que signifie vraiment porter un badge. La punition qu'il prononcerait ensuite réécrirait tous les titres de la ville. Le verdict est tombé avec le poids de quelque chose de plus grand que la loi. C'était le son d'un système prenant une longue et frémissante respiration après des années de silence. Le juge Frank Caprio s'est penché en avant, le marteau immobile dans sa main alors qu'il regardait Tyler Crane, qui était assis affalé dans la chaise de l'accusé, le badge terni de son père posé sur la table devant lui. La salle d'audience, remplie mur à mur, était totalement immobile. Chaque objectif de la caméra attendait, chaque battement de cœur semblait s'arrêter. Quand le juge a finalement parlé, sa voix était basse mais inébranlable, façonnée par la compassion sans reddition. Il a dit que le but de la justice n'était pas la vengeance, mais la réflexion, et que la vraie commence quand une personne est obligée de faire face à ce dont elle se moquait autrefois. Son arrogance n'a commencé à résoudre la vérité. La peine de Tyler ne ressemblait à rien de ce à quoi la ville s'attendait. Il n'y aurait pas de cellule de prison, pas d'enregistrement de probation, pas d'évasion facile grâce à l'influence de son père. Au lieu de cela, le juge Caprio a déclaré que pendant une année complète, Tyler travaillerait au service des personnes mêmes que la corruption de son père avait blessées. Il nettoierait les mêmes rues qu'il avait autrefois qualifiées de sales, repeindrait les murs des mêmes écoles publiques qu'il avait ridiculisées et réparerait les clôtures des terrains de jeu où les enfants avaient appris à se méfier de l'uniforme. Il ne le ferait pas comme une punition, mais comme une restauration. Les mots se sont installés dans la pièce comme la lumière du soleil après les nuages d'orage. Pour la première fois, les gens ont compris à quoi ressemblait la justice quand elle refusait d'humilier mais refusait de plier. Alors que les murmures remplissaient la pièce, le juge Caprio s'est tourné vers le capitaine. La posture autrefois fière de Raymond Crane s'était entièrement effondrée. L'uniforme qui avait autrefois été un symbole d'autorité lui semblait maintenant trop lourd à porter. Le regard du juge est resté stable alors qu'il annonçait qu'à compter de maintenant, l'insigne du capitaine Crane devait être dépouillé et sa démission acceptée officiellement. Il n'y avait pas de cérémonie, pas de prétention. L'huissier s'est avancé et a détaché l'emblème métallique de sa poitrine. Il a brillé une fois sous les lumières de la salle d'audience, captant le reflet des caméras avant d'être placé dans une enveloppe de preuves. Le son qu'il a fait, un léger clic métallique, était la fin d'une époque. Le capitaine a baissé la tête, et pendant un instant, il n'a pas construit dans la fierté de sa vie, ni dans ce qu'il n'avait construit dans un creux de défiance. Quand le marteau est enfin tombé, la salle a éclaté. Les applaudissements ne sont pas nés du triomphe, mais de la libération. Le son des gens exhalant des années de frustration tranquille. Il y avait des larmes,
il y avait des sourires, mais surtout, il y avait le bourdonnement indubitable de quelque chose de rare, l'équité revenant à sa juste place. La mère d'Élie Mercé a pleuré ouvertement, serrant son fils comme s'il s'ancrait dans une nouvelle réalité. Même les officiers de la galerie qui avaient autrefois suivi les ordres de Crâne se sont joints aux applaudissements, leurs visages se sont adoucis de soulagement, comme si leur propre conscience avait été libérée. Le bruit a roulé comme une vague dans l'auditorium, résonnant contre les murs qui avaient été remplis de peur. Après que la salle d'audience se soit vidée et que les caméras aient suivi la foule à l'extérieur, le père d'Élie a attendu près du banc. Ses mains étaient rugueuses, les jointures encore marquées par des années de travail, mais elles tremblaient d'émotion alors qu'il s'approchait du juge. Il parlait tranquillement, l'épuisement dans sa voix était empreint de gratitude. Il a dit que Caprio avait donné à sa famille quelque chose que l'argent ne pourrait jamais, la responsabilité. Le juge a posé une main sur son épaule et a hoché la tête sans réponse. Il n'y avait pas besoin de cérémonie. La justice avait déjà parlé plus fort que les mots ne pouvaient le faire. À l'extérieur du palais de justice, l'air était plein de bruit. Les journalistes ont bondé les marches, les microphones se sont levés comme des armes de curiosité. Les titres ont commencé à clignoter sur les écrans des téléphones avant même que Tyler n'ait quitté le bâtiment. Les phrases étaient nettes, sans faille et électriques. Caprio transforme son badge en leçon, privilège mythe justice, la chute du capitaine intouchable. Le pouls de la ville s'est accéléré avec la nouvelle. Pendant des années, les gens avaient chuchoté que certains n'en vivaient au-dessus des conséquences. Ce jour-là, ces chuchotements se sont transformés en poussière. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé dans le rythme de la ville. Ce n'était ni bruyant ni soudain, mais lent et régulier, comme l'aube saignant dans l'obscurité. Le service de police a émis de nouvelles mesures de surveillance, et le maire a appelé à une formation à l'éthique dirigée par des civils indépendants. Les écoles ont accroché des affiches citant les paroles du juge. Justice sans réflexion n'est qu'une punition. Sur les réseaux sociaux, les gens ont partagé des extraits du procès, citant le moment où le badge du capitaine a été retiré comme s'il s'agissait d'une scène cinématographique plutôt que d'un véritable acte de réforme. Pour une fois, Internet ne s'est pas divisé sur l'indignation, il s'est uni sur la responsabilité. Et puis vint la photo. Elle est apparue un matin sur le flux officiel de la ville, prise par un passant près des marches du palais de justice. Tyler Crane, vêtu d'un gilet réfléchissant orange et tenant un balai, balayait les escaliers en pierre sous un ciel d'automne. Son visage était concentré. Pas fier, pas humilié, juste humain. La légende sous l'image n'était pas d'un journaliste mais du juge Caprio lui-même. En mots clairs et simples, il avait écrit « Le respect n'est pas hérité, il est gagné ». L'image s'est répandue plus rapidement que n'importe quel titre. Elle a été partagée dans les organes de presse, les pages civiques, les salles de classe, même les services de police à travers le pays. Pour certains, c'était une justice poétique. Pour d'autres, c'était une rédemption en cours. Mais pour signifier que tous ceux qui l'ont vu, c'était toujours une conséquence. Pour Élie, la vie a recommencé à se calmer. La peur qu'il avait jadis suivie dans les couloirs s'était estompée, remplacée par une étrange dignité qu'il ne savait pas encore porter. Un soir, alors qu'il regardait les nouvelles rejouer la photo, son reflet faiblement visible à l'écran, il a chuchoté à sa mère que c'était le genre de justice dont le monde avait besoin. Sa voix portait le calme de quelqu'un qui avait vu le pouvoir humilier sans violence, qui comprenait que la force pouvait exister dans l'équité. Sa mère sourit faiblement, sa main posée sur son épaule, ses yeux doux de paix qu'elle n'avait pas ressentis depuis des années. Le capitaine Crane a disparu de la vue du public peu de temps après. Certains ont dit qu'il s'était éloigné, d'autres ont chuchoté qu'il avait pris du travail de consultant hors de l'État. Mais de temps en temps, lorsque le sujet de la réforme ou de la corruption faisait surface lors de réunions civiques, quelqu'un se souvenait de son nom, non pas avec colère, mais comme une leçon. Tyler, quant à lui, a continué son service communautaire tranquillement. On l'a vu peindre des clôtures, ramasser des ordures le long de la rivière, réparer des nids de poules sous le soleil d'été. Parfois, les journalistes ont essayé de le filmer, mais il s'est toujours détourné, son silence en disant plus que toute déclaration ne le pouvait. Si le remords avait vraiment pris racine, personne ne le savait. Mais le changement commence souvent tranquillement. Le juge Caprio a poursuivi son travail, présidant les petites créances, les audiences communautaires et les programmes de mentorat pour les jeunes. Pourtant, l'affaire Crane Mercé est devenue plus qu'un procès, elle est devenue une histoire racontée dans les salles de classe et les académies de formation,
un moment cité dans les discours sur l'éthique et l'égalité. Lorsqu'on lui a demandé des années plus tard pourquoi il avait choisi la réflexion plutôt que la prison, Caprio a déclaré que la punition peut briser une personne, mais que seule la responsabilité peut la reconstruire. Ces paroles ont fait écho à une génération de jeunes officiers et étudiants qui s'étaient lassés du cynisme. La ville, autrefois divisée par la méfiance, a commencé à paraître différente. Des peintures murales sont apparues sur les murs du centre-ville représentant des balances de justice équilibrées entre deux mains, une jeune, une vieille. Les marches du palais de justice, autrefois une scène d'arrogance, sont devenues un symbole d'humilité restaurée. Les gens ont commencé à croire, prudemment mais sincèrement, que les systèmes pouvaient changer quand quelqu'un refusait de laisser la peur dicter l'équité. Alors que le crépuscule tombait un soir plus tard, Ellie passa par ces mêmes marches du palais de justice. Il s'arrêta un instant, regardant une équipe de maintenance descendre le trottoir où Tyler avait jadis balayé. L'air sentait faiblement le savon et la pluie. Le souvenir de ce jour jouait dans son esprit. L'attention, le silence, le moment où le badge est tombé. Mais ce qui lui restait le plus, ce n'était pas la chute du pouvoir, c'était la montée des principes. Il leva les yeux vers les fenêtres du palais de justice où une lumière chaude se répandait dans la nuit, et pour la première fois, il se sentait en sécurité dans l'ombre de la justice. L'histoire de Tyler et du capitaine Crane s'est étendue bien au-delà de leur ville. C'est devenu une parabole discrète dans les écoles et les bureaux, un rappel qu'aucun héritage, aucun nom et aucun badge ne pouvaient distancer la vérité pour toujours. Les images du juge Caprio rendant son verdict ont été rejouées des millions de fois, ces derniers mots un refrain qui a persisté longtemps après que les titres se soient estompés. L'écran est devenu noir, le son du marteau résonnant une dernière fois, suivi de la voix ferme du juge. Si vous croyez que chaque badge devrait servir la vérité, pas le pouvoir, partagez cette histoire. Abonnez-vous si vous défendez une justice qui ne bronche pas.